Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Un petit coup de marteau entré dans l'histoire. Ce 12 décembre 2015, 196 partis, des pays riches, pauvres, petits ou grands, se mettaient d'accord pour limiter le réchauffement planétaire et coopérer pour s'adapter aux effets du changement climatique. Ce podcast donne la parole à des acteurs clés de la transition pour explorer, 10 ans plus tard, ce que le monde a fait de cet accord fondateur et comment la prochaine décennie pourrait être celle des changements en profondeur. Urgence climatique, 10 ans pour agir, promesses et réalités de l'accord de Paris. Un podcast de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, coproduit par la Croix, avec la participation de RFI. Épisode 5. Face aux enjeux climatiques, un monde fragmenté. Le monde traverse une période instable, imprévisible et précaire. C'est une époque dangereuse. Et la confiance, elle est essentielle, car sans elle, on ne va nulle part. Le retour de Trump au pouvoir a un impact géopolitique considérable. Il est un ennemi absolu de toute action climatique. Nous savons que plusieurs grandes entreprises ont délibérément tenté de désinformer le public. Le changement climatique est aujourd'hui plus polarisé politiquement qu'il y a 25 ans. Nous vivons dans une période très précaire. Le nationalisme économique et le protectionnisme gagnent du terrain. Le système mondial sur lequel repose l'accord de Paris subit des vents contraires de plus en plus forts. Elles ne sont pas très réjouissantes, ces petites interventions qui introduisent notre épisode. Il semble bien loin ce que certains avaient appelé l'esprit de Paris en 2015 au moment de la COP21. Depuis quelques années, les équilibres du monde sont bouleversés et la géopolitique se recompose différemment. Avec quels effets sur l'action climatique ? C'est l'objet de ce 5e épisode. Et malgré tout, on commence par quelques bonnes nouvelles. Car malgré la lourdeur ambiante, le multilatéralisme environnemental a engendré quelques succès en 2025. En avril, d'abord, un accord a enfin été trouvé pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime. Début juin, la cause de l'océan a bien progressé lors du sommet des Nations Unies de Nice. Au début de l'été a été décidée la création d'un nouveau panel scientifique pour travailler sur les produits chimiques, les déchets et la pollution, à la manière du GIEC pour le climat, la science pour éclairer les décisions politiques. Enfin, cet automne, le seuil de 60 pays ayant ratifié le traité de la protection de la biodiversité en haute mer a été atteint, et donc le traité va pouvoir entrer en vigueur début 2026. Au chapitre des déconvenus, il y a ces discussions sur la lutte contre les plastiques que les États pétroliers ont fait échouer. Toujours pas de traité international contre cette pollution majeure. Cet échec est l'un des symptômes de la fièvre qui semble avoir saisi le monde, et la cause climatique en fait les frais. L'une des causes de cette fragmentation, c'est l'effet des guerres, et notamment celle qui a touché l'Europe en 2022, analyse de Laurence Tubiana qui dirige la Fondation européenne pour le climat. Ce qui se passe, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui change tout. Parce que du coup, tout d'un coup, les pays se voient affrontés à une transition très brutale, en Europe en tout cas, autour du gaz russe. Une reprise en main de la discussion par les pays pétroliers qui ont eu chaud quand même à Glasgow, parce qu'à Glasgow, on a commencé à partir de la sortie, alors seulement du charbon, mais ça a poussé sur ce qu'on a eu finalement après à Dubaï sur la sortie des fossiles. Et à se dire, bon là, il ne faut pas qu'on laisse filer, il faut qu'on se batte. Et pour dire, la sécurité énergétique, c'est nous. Et donc, qui peut trouver le bateau où il y a du gaz ou du pétrole ? C'est nous. Eh bien, c'est dangereux, la sécurité énergétique, c'est nous. Et ça a tout changé. Une crise énergétique qui provoque une onde de choc dans toute l'économie, faisant brutalement passer l'ambition climatique au second plan, confirme Antoine Auger de l'Institut IEEP. L'invasion de l'Ukraine par la Russie
La crise énergétique qui s'en est suivie, les prix de l'énergie, les crises des produits agricoles, la question des engrais, enfin toutes ces questions-là, notamment sur le monde agricole, a lancé une dynamique dans laquelle l'ambition climatique était très compliquée à maintenir. Toutes les nouvelles tensions du monde, en Ukraine et ailleurs, réveillent les intérêts particuliers et envoient un signal inquiétant, celui qu'on pourrait se passer de règles communes. Sébastien Treyer, le directeur de l'IDRI, veut y voir tout de même aussi une opportunité. En fait, ces guerres qui se multiplient sont quand même le signe du fait qu'un certain nombre d'acteurs, et notamment des acteurs puissants, ne sont plus intéressés par des règles internationales. Et donc vont faire cavalier seul, vont juste appliquer une logique de rapport de force sans aucun égard pour les plus vulnérables sur la planète. Or, si on veut réussir à traiter le changement climatique, il va falloir qu'on travaille collectivement et pas de manière complètement individualiste. À l'inverse, les moments de guerre sont aussi des moments de mobilisation générale. Et il me semble que ce dont on aurait besoin, par exemple en Europe, c'est une mobilisation générale. Évidemment, il y a des questions d'industrie de l'armement, mais si on veut réussir à avoir plus d'industrie de l'armement, il faut faire une union de l'énergie qui, elle-même, va nous permettre de déployer un système énergétique décarboné et efficace pour baisser le coût de l'électricité pour nos industries. Parmi ces acteurs puissants engagés dans une logique de rapport de force, comment ne pas penser aux États-Unis et à la Chine ? Il semble bien loin ce moment de convergence des deux géants qui avait permis l'adoption de l'accord de Paris il y a 10 ans. Li Shuo, directeur du programme Climat en Chine pour le think tank américain ASPI, n'est pas très optimiste. Les relations bilatérales très conflictuelles entre Washington et Pékin contribuent à cette turbulence. La question que nous devons nous poser est la suivante. Est-ce que le multilatéralisme inscrit dans l'accord de Paris peut encore être efficace sans l'alliance des deux pays les plus puissants et qui sont aussi les deux plus gros émetteurs du monde? Je pense qu'il sera très difficile pour le multilatéralisme et l'accord de Paris de fonctionner tel que nous les avons conçus il y a 10 ans, dans un contexte géopolitique très différent. Et si ces guerres et la crise du multilatéralisme étaient le symptôme d'un mal plus profond, une crise de la démocratie? C'est Sergio Gusmão Suchodolski qui pointe ici cette grande question politique. Ce chercheur brésilien en droit et sciences politiques observe l'évolution des régimes dans de nombreux pays du monde. Il y a une vingtaine d'années, on avait plus de 50% des pays dans le monde qui adoptaient un système démocratique. Dans le monde actuel, on a moins de 27% des pays dans le monde qui adoptent la démocratie ou un certain degré de démocratie comme système. Et dans ces pays, on voit beaucoup de changements. On a vu ça aux États-Unis, au Brésil. Donc, on a des gouvernements d'extrême droite, puis on a un gouvernement de gauche juste après, et puis on revient à l'extrême droite ou à une droite plus autoritaire. L'effet de la polarisation, il est politique. Il y a aussi un effet important du populisme. Donc, c'est difficile d'avoir une identité diplomatique internationale. C'est difficile d'avoir cet équilibre à long terme qui était la caractéristique de plusieurs pays pendant des décennies après la Deuxième Guerre mondiale. La polarisation politique et le populisme, la démocratie qui s'étiole au détriment de l'action climatique, ça vous fait penser à qui ? Bingo. Il y a des politiciens dans ce pays qui veulent laisser les immenses richesses énergétiques américaines bien enfouies sous terre et laisser d'autres pays profiter de nous. Je dis stop. Les démocrates militent pour un nouveau Green Deal sur l'environnement. Et puis quoi encore ? Ça vous mettrait tous au chômage, c'est du bon sens. Ils veulent nous priver de nos richesses naturelles. C'est ce qu'aurait fait l'accord de Paris. Ça n'était pas bien pour nous, juste pour les autres. On aurait dû verser de l'argent à d'autres pays. Ils ne voulaient plus de forage, ni de fracturation hydraulique. Ils ne voulaient pas que vous fassiez de l'acier. Ils voulaient vous prendre vos richesses. Donald Trump, président des États-Unis, dont cette archive de RFI nous rappelle son opposition absolue à toute politique environnementale et son rejet de l'accord de Paris, dont l'Amérique était pourtant l'une des chevilles ouvrières du temps d'Obama. Dès le début du nouveau mandat de Trump, en janvier 2025, les Américains sortaient à nouveau de cet accord fondateur, mais cette seconde fois, c'est plus grave, estime Marta Torres Gunfaus,
qui dirige le programme climat à l'IDRI. Les États-Unis avaient déjà quitté l'accord de Paris au premier mandat de Trump et cela n'était pas perçu comme une menace pour l'accord de Paris comme on le ressent aujourd'hui. Ce qui est menaçant maintenant, c'est de raconter que le but de l'accord de Paris n'est pas dans l'intérêt de tous. Cela remet en question cette vision, cet idéal que l'on veut atteindre. Je pense que l'accord est suffisamment solide pour tenir si des pays le quittent pendant 3 ou 4 ans, puis y reviennent. Mais la remise en question de cette vision, ça, c'est une vraie menace. Le désengagement américain menace l'universalité des combats climatiques, car l'administration Trump ne se contente pas de faire cavalier seule. De façon proactive, elle s'oppose parfois à ce que les autres avancent sans elle. Todd Stern, qui était le négociateur américain pour le climat il y a 10 ans, a un exemple en tête. Une réforme des banques multilatérales de développement était à l'étude, suggérée par un groupe d'experts emmené par 2 économistes, indiens et américains. Elle aurait permis de dégager beaucoup plus de finances pour les pays en développement, mais Donald Trump a tout saboté. Ce projet était excellent. Il était vraiment axé sur la nécessité de réformer en profondeur et de transformer la nature des banques multilatérales de développement, à commencer par la Banque mondiale, afin qu'elles utilisent leurs ressources de manière beaucoup plus judicieuse, ce qui aurait pu générer des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars. Et si tout ça avait été fait, la situation serait bien meilleure. Peut-être les pays en développement ne seraient-ils plus aussi mécontents. Mais ce n'est plus d'actualité car Trump n'en veut pas et donc le problème persiste. Alors évidemment, tout cela sape des efforts dont vous aurez compris, notamment grâce aux épisodes précédents de ce podcast, qu'il rencontrait parfois des résistances. Changer le visage de l'économie ne se fait pas sans peine. Face à cette nouvelle situation, les experts de la lutte pour le climat sont pourtant convaincus qu'il ne faut rien lâcher, avec ou sans les Américains. Écoutez Anna Pérez-Catala de l'IDRI et Antoine Auger de l'IEEP. J'espère que ce qui se passe avec l'administration Trump va provoquer une vive réaction chez ceux qui souhaitent réellement collaborer et qu'ils s'uniront. Comme lorsqu'on a un combat à mener, c'est plus facile de le faire ensemble. On peut aussi y voir une opportunité de se dire « Ok, qu'est-ce qui a fonctionné ou pas ? Pourquoi ? Un nouvel ordre mondial se dessine dont on ne voit pas encore bien les contours. Quelle est la place du climat dans tout ça ? De quelles institutions, de quels processus aurons-nous besoin ?» Trump, pour tous ses défauts, a au moins un impact, c'est qu'il a mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Et donc ça peut avoir des effets terribles dans certains aspects, mais ça peut aussi forcer les décideurs autres à se rendre compte de la situation, à se rendre compte de certaines dépendances, et du coup à mettre en place des systèmes alternatifs qui potentiellement sont plus ambitieux en matière climatique. Sonia Klinsky, elle, vit ces blocages de l'intérieur. Elle est américaine et enseigne le développement durable à l'université d'Arizona. Habituée des cercles de discussion internationaux sur le climat, on l'entend plus catégorique encore. Il faut continuer à se parler sans les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays. C'est un pays très puissant, mais ce n'est qu'un seul pays. En fait, on lui donne bien plus de pouvoir qu'il ne le mérite. Et il n'est pas bon joueur, ce n'est pas un bon partenaire international. En réalité, soyons honnêtes, souvent les États-Unis n'ont pas été particulièrement leaders sur le climat. Ce n'est pas si rare, mais cette administration-là pousse la situation à l'extrême. Mais n'oublions pas les nombreuses autres fois où les États-Unis se sont montrés difficiles sur la scène internationale. Et pourtant, le multilatéralisme a perduré. Dans ce monde en recomposition, il y a un autre élément plutôt récent qui entrave la qualité du débat public. C'est la remise en cause devenue plus fréquente des connaissances scientifiques. Un recul que déplore ici le climatologue Christophe Cassou, directeur de recherche à l'ENS, l'École normale supérieure. Le scientifique apporte les faits, il documente les risques de manière objective, de manière exhaustive et de manière transparente. Ensuite, le politique décide. Aujourd'hui, on est dans une période où les arbitrages sont plutôt en défaveur des politiques environnementales, avec un retournement des faits scientifiques, une création de vérités alternatives en fait, qui fait qu'aujourd'hui la science est dénaturée et le doute s'installe, conduisant à des mensonges qui permettent de revenir sur les ambitions climatiques qui ont été inscrites dans la loi.
Le climato-scepticisme gagne certains esprits, par conviction ou par opportunisme politique, faisant fi d'un consensus scientifique pourtant solide qu'on croyait pleinement accepté. Croire au lieu de savoir, prétendre au lieu de démontrer. Et là encore, en première ligne, on retrouve l'administration Trump qui déconstruit à toute allure les institutions scientifiques et climatiques de son propre pays, explique Sonia Klinsky. L'actuelle administration crée incontestablement des obstacles vraiment majeurs sur le front climatique, à tous les niveaux imaginables. On pourrait parler ici de la suppression du financement de la science, de la restriction d'accès aux informations, la suppression de sites web fournissant des informations climatiques de base, la fin du financement d'organisations météorologiques fondamentales. Il ne s'agit pas seulement de sortir de l'accord de Paris. Il démantèle tout ce dont nous avons besoin pour mesurer le changement climatique, prendre des décisions éclairées et s'appuyer sur des données. Si l'accès aux données est impossible parce que le gouvernement ne les collecte plus ou ne les partage pas, cela compromet tous les efforts déployés, d'abord pour protéger les populations et aussi pour anticiper ce qui va se passer. Et ils tentent de démanteler tout ça. Je ne dirai jamais assez à quel point cette administration est destructrice sur les questions climatiques. Cette distorsion de la réalité fait enrager la société civile, celle qui se mobilise pour faire progresser la prise de conscience collective. C'est le cas de la militante allemande Luisa Neubauer. Elle fait partie de cette génération des Fridays for Future, les vendredis du futur. Cette jeunesse qui, dans les pas de Greta Thunberg, descendait dans les rues chaque vendredi pour exiger de leurs dirigeants qu'ils passent à l'action. Le populisme a le vent en poupe et Internet est inondé de mensonges. Il y a 10 ans, mettre fin à la crise climatique revenait à établir une relation au monde fondée sur la science, sur la bonne volonté et une alliance pour changer la donne. Et je dirais que 10 ans plus tard, en 2025, on ne peut pas dissocier les combats pour la justice climatique et pour des démocraties résilientes et pour la vérité. Tout cela ne fait qu'un. Ceux qui détruisent notre climat détruisent aussi nos démocraties. Ceux qui nient la science du climat nient en même temps les valeurs démocratiques et la science. Pour eux, c'est la même chose. Alors pour nous, ça doit devenir un même combat. Cette influence des réseaux sociaux et des médias qui choisissent de dénigrer la science, elle inquiète également le Britannique Rob Hopkins, militant de l'engagement local et citoyen pour le climat, initiateur du mouvement international des villes en transition. Il y a une forte résistance. Ce qui m'inquiète, c'est que ces gens contrôlent aussi 80% des médias. J'avais l'impression qu'au moment de la COP de Paris, la population avait globalement atteint un niveau de connaissance de base sur le carbone. Et ça recule en partie. Mais en même temps, une enquête a montré qu'à l'échelle mondiale, 89% des gens reconnaissent toujours le changement climatique comme un problème qu'il faut résoudre. Mais lorsqu'on leur demande, à votre avis, quel pourcentage de personnes pensent comme vous? Ils répondent tous, en gros, 40%. Donc beaucoup de complotistes prétendent que le changement climatique est une arnaque. En réalité, la véritable arnaque, c'est de les croire. Une offensive tous azimuts dont on voit aussi les effets dans les urnes et qui finit par embarquer les décideurs politiques et économiques. Et dans leur discours, la manière dont ils utilisent certains mots, compétitivité, souveraineté, sécurité, entraîne l'affaiblissement des politiques climatiques. Et si les préoccupations sont évidemment légitimes, analyse le directeur de l'IDRI, Sébastien Treyer, la réponse purement économique de court terme l'est moins. Il me semble que cette focalisation sur les questions de compétitivité et de sécurité, on ne peut pas la nier parce qu'elle est liée à un basculement du monde. Et en fait, un basculement aussi de l'économie vers l'Asie. Ça crée des résistances, des peurs, des insécurités et des vrais problèmes économiques pour un certain nombre de régions. Pour les États-Unis, c'est très clair avec l'élection de Donald Trump. Mais pour l'Europe, on le voit aussi très bien, c'est un vrai problème de se retrouver déclassé économiquement. Un certain nombre de secteurs économiques sont en train de dire, vous voyez bien qu'on s'est fourvoyé, par exemple en Europe avec le pacte vert, en disant on s'est donné des objectifs trop ambitieux. Il faut qu'on mette la compétitivité d'abord et la question de la décarbonation en second lieu. Ne changeons pas d'objectif, mais changeons la méthode, simplifions, etc. Mais on voit bien que dans les faits, ce qui est en train de se passer, c'est une décrédibilisation, une délégitimation des objectifs de transformation à long terme. C'est un vrai problème. Il faut qu'on comprenne quel est le changement d'économie du monde et comment on retrouve une place, nous, Europe, ou eux, États-Unis, sur cet échiquier. Dans ce basculement du monde qui est en route,
En fait, l'action pour protéger le climat est très synergique avec des logiques de s'assurer de la souveraineté économique et de la sécurité d'approvisionnement énergétique. Si l'Europe continue à sortir des énergies fossiles, elle sera plus souveraine. Les énergies décarbonées au service de la croissance et de la souveraineté, c'est ce qu'un rapport de l'ONU publié en juillet 2025 montre sur la base de données chiffrées. On l'a déjà évoqué, les renouvelables sont aujourd'hui moins chers que les énergies fossiles et boostent le développement prospère de l'humanité. Un argument souvent ignoré, précise le chercheur Antoine Auger. Tout ce nouvel écosystème économique basé sur la question des renouvelables, basé sur la question d'économie circulaire, etc., c'est quelque chose sur lequel on peut construire un avantage comparatif, parce qu'il n'y a aucune autre économie qui est capable de le faire maintenant. Et donc c'est comme ça qu'on construit notre compétitivité sur le long terme. Et la simplification fait partie de ça. Évidemment, la simplification, c'est une part directe de la compétitivité. Malheureusement, actuellement, la simplification, elle est très souvent confondue avec la déréglementation. Et ça, par contre, pour le coup, ça va directement à l'encontre d'objectifs ambitieux. Cette fébrilité, elle rejaillit fatalement sur les entreprises qui se sont engagées dans la transition. Difficile de tenir un cap lorsque les décideurs doutent, explique Maria Mendiloucet qui dirige la coalition We Mean Business. It is true that now there is a lot of noise about companies backtracking. Il est vrai qu'on entend beaucoup parler de recul de la part des entreprises et on en est conscient. Il y a deux aspects dans cette histoire. D'une part, les difficultés politiques auxquelles on est confronté avec ces gouvernements outre-Atlantique qui font obstacle à l'agenda climatique. Et du coup, d'autres dirigeants politiques en Europe expriment des doutes à leur tour. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais d'un autre côté, on constate que les énergies propres, les batteries et les véhicules électriques deviennent si compétitifs que ce marché va s'imposer. C'est une réalité. J'ai économisé 2 000 € en 12 ou 15 mois au volant de ma voiture électrique. Les personnes qui ont des panneaux solaires sur leur toit économisent de l'argent. Si ce sont des usines, elles sont plus compétitives. Je pense donc que ceux qui opposent ces deux visions sont, ils sortent des années 90, je ne sais pas, des années 2000. À cette époque, ok, très bien, mais je pense qu'ils doivent se remettre à la page car ils ne sont plus en phase avec les réalités du marché. En Europe, ça a été tellement flagrant avec la guerre en Ukraine. Dans les pays qui n'avaient pas accès aux énergies renouvelables, les prix ont grimpé en flèche, ce qui a affecté les entreprises et le PIB. Des pays comme l'Espagne, qui avaient de nombreuses ressources d'énergie renouvelable, ont pu s'adapter et ont vu leur économie croître en flèche. Élargissons un peu le cercle de notre regard. Face à ce doute qui s'installe, comment réagit le monde et en quoi cela affecte la lutte contre le changement climatique? Les pays en développement, ceux à qui on demande de faire grandir leurs économies sans recourir aux énergies fossiles, ont de quoi se sentir pris en tenaille. Pour réussir, ils ont besoin d'aide financière, ils le disent depuis longtemps, et cette question finit par crisper les discussions. C'est ce qu'on appelle couramment le clivage nord-sud. Ces pays, aujourd'hui, ils se sentent un peu comme les victimes collatérales de ce nouveau désordre mondial. C'est ce que m'a dit Hilton Trolip, chercheur à l'université du Cap, en Afrique du Sud, avec des mots tranchants. In developing countries such as South Africa, in many cases, dans les pays en développement comme l'Afrique du Sud, très souvent la politique climatique est perçue comme imposée par les pays riches. Des pays qui, c'est un fait scientifique avéré, rejettent toutes leurs émissions dans l'air et viennent ensuite nous dicter notre conduite. Nous ne sommes pas autorisés à nous développer. C'est un enjeu crucial. On fait ce qu'on peut de notre côté, mais cette tendance actuelle, très regrettable, des relations multilatérales, de protectionnisme, de politique industrielle, de nationalisme, de guerre commerciale, où les pays riches se traitent comme des gamins, c'est exactement ça. Puisque tu as fait ça, moi je fais ça, etc. Vu de chez nous, le protectionnisme actuel en Europe et aux États-Unis est en train de tuer nos industries en Afrique du Sud. Je pense que nous faisons notre boulot chez nous. Alors, quand on voit les riches rencontrer des difficultés et faire souffrir notre économie, c'est vraiment un gros problème en ce moment. Le repli sur soi des grandes puissances pèse sur ces économies en développement. En particulier, les nouveaux droits de douane mirobolants imposés par Donald Trump quasi du jour au lendemain. En Afrique du Sud, des dizaines de milliers d'emplois sont menacés. Et qu'a fait le gouvernement sud-africain pour essayer de faire baisser la note? Il a proposé d'acheter du gaz naturel liquéfié aux États-Unis et d'investir dans des industries minières sur le sol américain. Un deal qui ne respire pas l'ambition climatique. Cette fragmentation du monde s'ajoute à de vieilles rancœurs, car les financements promis par les pays riches sont toujours très insuffisants. Le chercheur indien Arunabha Ghosh de l'Institut CEEW
l'a exprimé à mon micro comme une mise en garde. Les promesses non tenues nuisent au multilatéralisme. Ce n'est pas seulement une histoire de finances qui ne parviennent pas là où le soleil brille le plus fort. Ce qui est vécu dans la réalité est très différent de ce qui avait été promis. C'est un peu comme sortir avec quelqu'un pendant 10 ans et vos promesses ne sont pas tenues. Combien de temps encore allez-vous entretenir ce genre de relation ? En sciences politiques, Albert Hirschman l'a très clairement exprimé il y a 40 ou 50 ans. Lorsqu'on collabore avec des institutions, soit on leur témoigne de la loyauté si elles fournissent les services attendus, soit vous exprimez votre mécontentement face à un régime défaillant, soit vous partez. Et si on part tous, ce sera l'effondrement du multilatéralisme. Lors de la COP29 fin 2024 à Bakou, l'Inde a haussé le ton, reprochant la pauvreté abyssale de l'enveloppe financière décidée pour aider les pays en développement. Une somme de 300 milliards de dollars par an, quand ils estimaient leurs besoins à 1300 milliards. Une sortie en termes très vifs qui a choqué les pays du Nord car elle présentait une vision très binaire des rapports Nord-Sud et que l'Inde faisait peu de cas de ses propres responsabilités. Martha Torres Gunfaus de l'IDRI y était et se souvient de cette agitation. An example of noise is when you see in the closing plenaries of COPs. Un exemple d'agitation, c'est quand en séance plénière de clôture de la COP, l'Inde prend le micro pour dire « Tout ça, c'est une arnaque, l'accord de Paris n'est pas appliqué sérieusement, il n'y a aucune justice, de la mauvaise foi, tout ça c'est un grand cirque » ou encore « Le Nord n'assume pas ses responsabilités » et tout ça de façon très manichéenne. Je pense que tout le monde reconnaît les difficultés à mettre en œuvre des mesures sur le terrain. Le Nord n'assume pas certaines de ses responsabilités. Il faut rendre des comptes, il doit faire plus, notamment en matière de réduction des émissions et de financement. Mais il y a aussi des responsabilités qui incombent à de nombreux autres pays, dont l'Inde, et qui ne sont pas assumées. Certains parmi les pays les plus pauvres disent tout haut que l'Inde et la Chine, dont les économies sont tellement dynamiques, devraient les aider davantage. C'est ça les responsabilités qu'évoque Martha Torres Gunfaus. Et là, je vais prendre le temps de vous expliquer ce qui est une bizarrerie des négociations climat. Les deux géants asiatiques, l'Inde et la Chine, tout comme Singapour ou la Corée du Sud par exemple, qui sont pourtant des pays riches, font partie sur le papier des pays en développement, au même titre que le petit Malawi en Afrique australe, l'un des plus pauvres du monde. Car au sein de l'ONU, sortir d'un groupe de pays, d'une catégorie, reste un choix souverain. Il faut être volontaire. Or, être un pays en développement, sur le papier, présente des avantages, donc évidemment, personne ne se précipite. Et c'est fort de ces disparités qu'une recomposition géopolitique se dessine, avec un pays en pole position, la Chine, qui fin 2024, pour la première fois, a communiqué le montant de son aide aux pays du Sud sur des projets liés au climat, 24 milliards de dollars depuis 2016. Le chercheur Li Shuo observe cette place incontournable que prend résolument la Chine. Depuis l'adoption de l'accord de Paris, la Chine joue un rôle plus actif dans la coopération climatique Sud-Sud et pour fournir des financements climatiques pour d'autres pays en développement. De fait, on a vu un signal très clair de la part de la Chine, qui a laissé entendre qu'elle allait continuer et redoubler d'efforts. C'était lors de la dernière réunion à Bakou, en Azerbaïdjan. Des contributions financières qui restent volontaires, car contrairement aux pays riches, tant qu'elle est dans ce fameux groupe des pays en développement dont elle n'a pas l'intention de sortir, aucune obligation ne pèse sur la Chine. Elle est libre d'agir dans son propre intérêt. Et derrière elle, ce sont en fait les pays des BRICS qui s'organisent pour prendre l'espace laissé vacant par le désengagement des États-Unis et par les doutes de l'Europe. BRICS, ce sont les initiales des 5 fondateurs du groupe, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui se sont regroupés pour peser face aux pays riches du G7. Aujourd'hui, ils sont 10 dans le groupe, 10 pays qui représentent la moitié de la population et un tiers de la richesse mondiale. Dernière à avoir intégré les BRICS, l'Indonésie, début 2025. Pour contourner les rigidités des institutions héritées de l'histoire, ils ont même créé leur propre banque de développement. On en reparlera dans le prochain épisode consacré à la finance. Fort de son potentiel de croissance économique, le groupe des BRICS est aujourd'hui un acteur incontournable des négociations climat. Martha Torres Gunfaus.
Avec l'évolution des puissances géopolitiques mondiales, tous les pays des BRICS sont des pays clés. Et toute action en matière de climat doit être menée en étroite collaboration avec eux. Et parmi les BRICS, le Brésil joue un rôle très particulier parce que, bien sûr, il est à l'origine des conventions de Rio. Il a aussi cette particularité d'avoir une économie relativement propre. Il est très agile diplomatiquement et très présent dans de nombreux cercles, notamment au sein du G20, des BRICS. Il a également joué un rôle essentiel au sein de la Convention climat de l'ONU, ainsi que dans les négociations. La preuve dans les mots d'Ana Toni, la directrice générale brésilienne de la COP30 de cette fin d'année 2025. C'est elle qui aura le mot de la fin. Depuis ce nouveau monde, elle évoque un vieux monde. Nous avons besoin d'une réforme. Le système multilatéral actuel, à l'ONU et au Conseil de sécurité, reflète les pays du passé, les défis du passé. Nous sommes confrontés à de nouveaux défis. La complexité du monde a totalement changé. La communication a profondément évolué. Alors oui, on avait besoin de ce renouveau, de réfléchir à ce qui doit changer dans le système multilatéral. N'ayons pas peur de dire oui, on a fait une erreur, ou on doit améliorer ceci ou cela. Regardons les choses en face. Ne partons pas du principe qu'il faut maintenir le statu quo en matière de coopération internationale, car le monde a changé et la coopération internationale doit changer elle aussi. Because the world has changed and international cooperation is to change as well.